Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est Conflit Israël-Palestine partie 2. Alors je vous conseille vivement de regarder la partie 1, le lien est dans la description. Alors comme les deux sont parfaitement complémentaires et que la partie 1 était une présentation, vraiment, je vous conseille encore une fois vivement de regarder la partie 1, lien dans la description. Alors concernant cette partie 2 du conflit israélo-palestinien, elle va être en trois parties. La première partie, ça va être les dernières nouvelles que j'ai au 17 octobre, au moment où je monte cette vidéo, donc 17 octobre. Alors évidemment, les chiffres que je vais donner sont appelés à évoluer. Donc il peut y avoir un événement, évidemment, que je n'aurais pas vu. Ça, c'est tout à fait possible. Il se passe beaucoup de choses. Donc ces nouvelles n'étaient pas prévues dans cette vidéo, mais il s'est passé tellement de choses et qui peuvent aider à la compréhension du conflit israélo-palestinien qu'au final, j'ai décidé d'inclure les dernières nouvelles. Alors donc il y aura les dernières nouvelles d'abord qui s'arrêteront au 17 octobre. Ensuite il y aura le biais des médias qui est totalement pro-Israël et je vais vous le démontrer. Et enfin ma conclusion, où vous aurez mon analyse personnelle. Voilà, alors on va commencer. Alors d'après CNN au 17 octobre, le Hamas dit avoir entre 200 et 250 otages. Tel Aviv pense que le Hamas en fait 199. Évidemment, nul ne connaît le chiffre exact, mais les deux parties sont d'accord pour dire qu'en fait, il y a beaucoup plus d'otages que prévu. Parce que je vous rappelle qu'au début du conflit, on parlait d'environ 150 otages. Un des deux corridors humanitaires pour l'évacuation des Gazaouites du Nord a été bombardé sans que l'on sache qui a fait cela. Alors évidemment, les Palestiniens accusent Tsahal, c'est-à-dire l'armée israélienne, et Israël accuse le Hamas en disant que le Hamas fait cela de manière cynique et cruelle pour empêcher les Gazaouis du Nord d'aller vers le Sud. Qui croire, on ne sait pas. Seymour Hersh, le très fameux journaliste, dit que les États-Unis ont donné des bombes anti-bunkers afin de pouvoir bombarder la ville en détruisant les bunkers et les tunnels du Hamas. Anthony Blinken a rencontré Netanyahou pour lui apporter son soutien et aussi pour lui demander de faire attention à ne pas tout détruire, bref de retenir sa main et de respecter les conventions de Genève, sachant qu'Israël a déjà été condamné par l'ONU. L'ONU ne dit pas crime de guerre, mais en gros, quand vous lisez entre les lignes, c'est pour crime de guerre. Selon CNN, le Pentagone a ordonné à environ 2000 soldats américains de se préparer à un éventuel déploiement en Israël pour un soutien médical et logistique selon des responsables de la défense. Évidemment, bien sûr, c'est une assertion pour les médias, pour le peuple. On n'envoie pas 2000 soldats pour un soutien médical et logistique. Israël a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Donc là, c'est comme en Ukraine, hein, bien sûr. C'est sous couvert de soutien logistique et médical. En fait, c'est des soldats qui aideront sur place. Mais il faut bien habiller ça de manière officielle. Voilà. De plus, des soldats de la force marine rapide se dirigent vers Israël. Alors là, déjà, c'est plus clair de la part des États-Unis. Donc là, ils avouent envoyer des commandos, voilà, directement vers Israël et ils l'annoncent. C'est plus honnête déjà. 6000 bombes auraient été lancées par Israël sur Gaza en 6 jours. Ça fait environ 1000 bombes par jour, hein, si on fait une moyenne. Alors, sachant que Israël aurait 25 000 bombes. Alors, je rappelle que toute la bande de Gaza est bombardée du nord jusqu'au sud, mais les bombardements se font surtout au nord et au centre. Alors là, pour le coup, je vais vous montrer une vidéo de France 24 très intéressante. Regardons ça ensemble.
Un corps inanimé sorti des décombres d'un immeuble. Depuis le lever du jour, les secouristes gazaouis travaillent sans relâche après une nuit d'intenses bombardements. Nous sommes pourtant à Khan Younes, au sud de l'enclave, où l'armée israélienne a enjoint les habitants du nord à se réfugier. Devant l'hôpital de la ville, les blessés ne cessent d'affluer. D'après le ministère de l'Intérieur du Hamas, des dizaines de personnes ont été tuées dans la nuit par les frappes de Tsahal sur des immeubles d'habitation, ici, mais aussi dans la ville frontalière de Rafah. L'état-major de l'État hébreu lui diffuse ces images, parle de cibles militaires et se félicite de l'élimination d'un haut cadre du mouvement islamiste. Notre objectif est d'écraser et de détruire la machine militaire du Hamas à Gaza et de démanteler sa structure politique. Nous essaierons de limiter le nombre de victimes civiles, mais la présence de civils ne peut pas donner au Hamas l'immunité. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, la situation sanitaire sur place est critique. Des habitants pourraient bientôt mourir de soif. Seuls 14% des Gazaouis ont actuellement accès à l'eau potable, 3 heures par jour. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une catastrophe humanitaire imminente. Selon elle, les réserves en eau et en carburant pour faire tourner les générateurs devraient s'épuiser d'ici quelques heures. Alors effectivement, je confirme avec d'autres sources que le sud de Gaza est aussi bombardé. Alors il est beaucoup moins quand même que le nord, mais les Gazaouites qui vont du nord vers le sud vont avoir une double surprise. Ils vont s'apercevoir que les camps de réfugiés du sud sont totalement débordés. Ça veut dire qu'ils devront dormir dans la rue, dans le froid, et bien sûr sans électricité, sans eau, sans rien du tout. Donc là, Israël a décidé, là, tout dernièrement, d'ouvrir un petit peu les vannes de l'eau, mais pas de nourriture et pas d'électricité. Israël a aussi interdit, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, d'entrer dans la bande de Gaza tout convoi humanitaire. Alors peut-être que ça va changer suite à la pression internationale, surtout que là, dernièrement, Ursula von der Leyen a encore dit qu'elle voulait absolument donner une aide humanitaire à la bande de Gaza, certainement pour rattraper la bourde qu'elle avait fait la veille en donnant son soutien plein et total à Israël, peut-être, parce que ça a jasé dans l'Union européenne. Et je dis bien dans l'Union européenne, à la Commission européenne, ça a jasé. Parce qu'elle était censée normalement être plus ou moins neutre. Alors nous avons Joe Biden qui s'est rendu en Israël, mais il a été rejeté par la Jordanie, l'Égypte et la Palestine, alors qu'il devait rencontrer les leaders de ces pays. Alors pourquoi il a été rejeté par ces trois pays-là? Eh bien, il y a eu un bombardement sur un hôpital à Gaza qui, selon le Hamas, dernièrement, a fait 471 morts. Donc évidemment, cela fait énormément jaser dans le monde musulman. Et là, comme on peut le voir particulièrement, l'Égypte, la Jordanie et la Palestine, puisqu'ils ont refusé de voir Joe Biden. Donc Joe Biden s'est rendu évidemment en Israël, à Tel Aviv. Il a rencontré Benjamin Netanyahou. Il lui a apporté son soutien total, absolument total. Et là, il y a eu un petit événement très intéressant, j'ai envie de vous dire. En effet, pendant son discours, eh bien, il a quand même dit qu'il y aurait une enquête qui allait être menée par le ministère de la Défense américain, bon, certainement suite à la pression internationale, qui est bien compréhensible, et le fait de savoir qui a vraiment tiré, effectivement, il a raison, c'est quelque chose d'important à savoir. Le problème, c'est que pendant son discours, il a donné son plein soutien à Israël et il a dit que c'était le Hamas parce qu'il croyait les données d'Israël. Donc pour lui, c'est le Hamas. Alors là, déjà, c'est étonnant. Et à la fin, il y a une journaliste qui lui demande, mais comment ça se fait que vous êtes si sûr que c'est le Hamas? Et là, Joe Biden, il répond, j'ai vu les documents du ministère de la Défense américain, et bon, les preuves sont là, c'est bien le Hamas. Voilà, c'est du Joe Biden, hein. Joe Biden n'ayant pas toute sa tête de toute manière, c'est comme ça.
faut s'habituer. Alors cette attaque sur l'hôpital à Gaza a fait énormément jaser dans le monde entier, comme évidemment vous le savez. Alors qui a bombardé l'hôpital de Gaza? Alors je vais faire une vidéo exceptionnelle rien que sur cet événement. Parce que en fait il y a beaucoup à dire sur cet événement. Donc je ferai une vidéo exprès là-dessus. En attendant, officiellement, on ne sait pas qui a tiré sur l'hôpital de Gaza, quoique personnellement j'ai une petite idée, connaissant Benyamin Netanyahou et son long passé avec la Palestine et comment il traite les Palestiniens, et aussi selon un document qui s'appelle Breaking the Silence, qui est un document israélien fait par des anciens soldats israéliens, dont moult officiers israéliens. Après avoir regardé ce reportage, on a une petite idée qui aurait pu avoir bombardé cet hôpital. Mais je n'en dirai pas plus. Continuons dans les nouvelles. Al-Sisi, le président égyptien, était furieux et a fait un commentaire qui visait Blinken, Anthony Blinken, ministre des Affaires étrangères américaine, qui lui demandait d'ouvrir la frontière égyptienne pour que les Gazaouis puissent aller en Égypte. Alors Al-Sisi a été furieux parce que bon, il a subi une pression américaine, mais quand même il a été loin Al-Sisi puisqu'il a répondu avec colère et accusé directement Israël et les États-Unis comme étant les créateurs de ce problème, même si quand même il blâme le Hamas pour ce que le Hamas a fait. Mais il précise que le Hamas a fait cela comme étant prédictible, comme étant un geste prédictible, étant donné les décennies d'humiliation, de massacres de Palestiniens, de colonisation, de misère imposée par Israël à la population palestinienne et de la persécution incessante de Tel Aviv. Donc j'ai été étonné de voir un tel discours de la part d'un président égyptien qui précédemment était quand même assez passif, mou vis-à-vis des États-Unis, mou vis-à-vis de la Palestine et mou vis-à-vis d'Israël, bien sûr. Donc j'ai été vraiment étonné de ce revirement d'Al-Sisi. Alors, bon, moi je le pensais vraiment extrêmement neutre, voire plutôt penché vers les États-Unis et Israël, histoire de normaliser son pays. Voilà, un peu comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, il y a quelque temps. Et puis là, revirement complet. Revirement complet. En fait, quand on regarde tout ce qui, quand on entend tout ce qu'il dit, ou quand on lit, hein, suivant ce que vous faites sur Internet, c'est à la limite de la grossièreté diplomatique, hein. Alors vraiment très étonnant. Alors bon, peut-être que là, il a été furieux de peut-être d'avoir subi d'énormes pressions de Washington, et c'est pour ça qu'il a lâché ça, pour qu'il ouvre ses frontières. On ne sait pas. Mais en tous les cas, on peut dire que là, cette pression américaine lui a désinhibé la parole, hein. Ça, c'est certain. Alors, autre information, les derniers chiffres de la comptabilité des morts, c'est environ 3400 morts côté palestinien d'après le Hamas, et toujours environ 1400 morts côté israélien. Donc on notera côté israélien une stagnation du chiffre. Avec un peu de chance, il ne devrait y avoir pas plus de morts. Ça devrait être un chiffre définitif, tout du moins concernant les premières attaques du Hamas sur Israël. Espérons-le, nous verrons bien. En tout cas, voilà les derniers chiffres. L'Iran réitère la menace d'intervention de manière plus générale et non plus sur Tsahal uniquement pénétrant dans Gaza, mais cette fois sur une destruction disproportionnée sur Gaza, et menace même de réfléchir à une attaque préventive contre Israël. Alors, est-ce du bluff de la part de l'Iran ou non? Ça, seul l'avenir nous le dira. Alors je précise tout de suite que si l'Iran intervient réellement,
ce sera en donnant le feu vert au Hezbollah d'attaquer Israël et non en envoyant des vrais Iraniens, soldats iraniens sur place dans la bande de Gaza. Ni même l'Iran n'enverra aucun missile sur la bande de Gaza ou enverra des missiles en Israël. Non, l'Iran ne fera jamais ça. Par contre, ce que l'Iran fera s'il y a une guerre entre guillemets avec l'Iran, eh bien ce qui va se passer, c'est que là, le Hezbollah aura carte blanche et pourra donner toute sa puissance au nord d'Israël. Et ça va faire donc deux fronts absolument terribles pour Israël. Et ça va être très 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 difficile pour évidemment Tsahal. Alors ça, c'était une information importante parce que beaucoup de gens, quand ils entendent l'Iran dire on va entrer en guerre, on va faire une frappe préventive. Alors, je le répète encore une fois parce que c'est très important, ils n'enverront pas de soldats iraniens dans la bande de Gaza ou en Israël, ni n'enverront de missiles sur la bande de Gaza et Israël. Voilà, j'insiste là-dessus. Alors, selon le grand journal Politico du 10 octobre, et d'après les services américains et israéliens, il est possible que l'Iran, d'après eux, n'ait pas été au courant de l'attaque du Hamas, car le Hamas est indépendant de l'Iran et possède des moyens importants. Et aucune preuve n'a été trouvée qui prouverait un lien pour cette opération avec l'Iran. Alors ça, c'est Politico qui dit ça, hein. Donc, bon, ce qui confirme ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit que les États-Unis avaient bien précisé qu'ils n'avaient aucune preuve, bien qu'ils accusaient l'Iran. Et maintenant, tout d'un coup, vu qu'ils ont vraiment résolument, absolument pas l'ombre de quoi que ce soit, là maintenant ils disent ah peut-être que l'Iran était vraiment pas au courant de l'opération du Hamas. Voilà, donc ça remet un petit peu les pendules à l'heure et là ça remet un petit peu d'objectivité là-dedans. C'était important à dire. Alors autre information, la Chine dénonce officiellement Israël pour ses représailles disproportionnées. Donc la Chine au 15 octobre a fait cette déclaration qui a été reprise par Le Monde. Sur CNews du 15 octobre, eh bien, Israël refuse la visite de Zelensky. Vous vous souvenez dans la vidéo que j'avais faite précédemment, dans la partie 1, je vous avais dit que Zelensky voulait s'afficher avec Israël pour être encore présent sur la scène internationale. Eh bien, Benyamin Netanyahou a refusé de voir Zelensky et il a déclaré officiellement, je cite, « Le moment n'est pas venu ». Ça, c'était sur CNews du 15 octobre. C'est assez drôle hein, que Benyamin Netanyahou refuse de voir Zelensky. Ah bah oui, mais alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai lu évidemment beaucoup de journaux à l'international et les journaux occidentaux disent ah, pourtant Zelensky c'est un juif, Benyamin Netanyahou c'est un juif, on comprend pas. Vous voyez, et ça c'est, on va dire, c'est le ridicule des médias occidentaux, mais bon, enfin bref. Alors là, je vais vous montrer un court extrait d'une vidéo postée par le New York Times qui montre Joe Biden qui dit qu'il a vu de ses yeux des images confirmées, et je dis bien confirmées, de terroristes en train de décapiter des enfants. Alors je vous laisse voir ce qu'en pense le New York Post. Alors là, vous voyez le New York Post qui fait une petite inclusion en disant président Biden a dit qu'il a vu des images confirmées de terroristes en train de décapiter des enfants dans le sud d'Israël. Mais la Maison-Blanche, plus tard, est revenue en arrière concernant les déclarations du président. Bah oui, ils se sont aperçus que c'était faux et que bon, bah, Joe Biden avait inventé ça, donc peut-être avec le Conseil de l'État profond, on ne sait pas. Bon, bref, je vous laisse voir un petit peu la vidéo. Your support. It matters. It matters that Americans see
Alors là, il vient de dire oui, c'est très important que les Américains voient ce qu'il se passe. Alors j'ai fait ce métier depuis très longtemps. Je n'aurais jamais cru que je verrais, bon il finit pas sa phrase, mais en gros il dit je n'aurais jamais cru que je verrais un jour ce genre de choses. Je n'aurais jamais cru possible que je verrais des images confirmées, et il répète confirmées, hein, vous voyez, d'enfants décapités par des terroristes. Bon allez, je m'arrête là, on va passer à une autre démystification qui confirme ce qu'a dit le New York Post. Donc là, on va voir une vidéo qui a été faite par Al Jazeera qui démystifie l'histoire que le Hamas aurait décapité des bébés. Alors évidemment, tout ça, ça a été créé par les États-Unis comme propagande de guerre, parce qu'il faut bien un événement très fort pour rendre le Hamas monstrueux et barbare. Donc cette histoire-là inventée était parfaite. Donc je vous laisse voir cette petite vidéo d'Al Jazeera qui démystifie cette affaire. Alors c'est en anglais mais c'est sous-titré en français. Alors je vous laisse voir ça. Fact check. Did Hamas behead babies? Let's look at what we know so far about where this claim came from and why some media outlets and the White House have retracted the claim. On Saturday, October 7th, Hamas attacked the kibbutz of Kfar Aza. Members of the media were granted permission on October 10th, 3 days later, by the Israeli army to visit Kfar Aza and witness the aftermath of the Hamas attack. During the visit, a reporter from Israeli news outlet I-24 tweeted saying, "Soldiers told me they believe 40 babies, children, were killed." As the day progressed, the information morphed from at least 40 babies were killed to some were beheaded. On the day, the Israeli army could not confirm beheadings. The very next day, in London, commuters were subjected to this horrifying and unverified headline. On October 11th, many Western media outlets jumped on that claim, quoting the spokesman of Israel's prime minister. The Israeli prime minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza. But many of those same media outlets were forced to walk back their reporting, issuing updates like this one. Israel cannot confirm the specific claim that babies were beheaded in Hamas attack. Later that day, during a press conference, American President Joe Biden claimed he had seen photographs of beheaded babies, saying, "I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children." The White House later retracted the statement and published this correction. US official and the president have not seen pictures nor confirmed such reports independently, but the damage had been done. Biden's initial claims were already featured on the front pages of many news outlets and continued to be cited in some quarters as justification for revenge attacks and the collective punishment of civilians in Gaza. Once these claims went viral, other journalists who were on the same visit to Kfar Aza on the 10th of October say, "No one spoke to me about beheadings, let alone beheadings of children, let alone beheadings of 40 children." Another Israeli journalist said, "During the tour, we didn't see any evidence of this, and the army spokesperson or commanders also didn't mention any such incidents." Sky News correspondent on the ground also confirms not being able to confirm these claims. We have not seen the evidence of that. We have asked the Israeli Defense Forces, the IDF, 3 times to confirm those numbers. They have not yet. Later, the same journalist that broadcasted the claims of the spokesman of Israel's prime minister posted an apology, saying, "The Israeli government now says today it cannot confirm babies were beheaded. I needed to be more careful with my words, and I am sorry." Hamas has denied claims that its fighters beheaded children, calling them lies. As details continue to emerge from the aftermath of the Kfar Aza attack, the line between facts and misinformation has blurred. Lies and half-truths have been disseminated by officials and mainstream media in what is becoming a propaganda war. Alors là, je vais vous montrer des images très intéressantes des médias
comme quoi les médias ont eu le mot de leur supérieur, pour ne pas dire de l'État profond, afin d'utiliser un vocabulaire bien précis pour décrire les morts à Gaza et les morts en Israël. Et vous allez voir que les mots ont leur importance. Et vous allez voir aussi qu'on est en pleine propagande de guerre. Donc là, je vais vous montrer et même démontrer que les médias ont eu ordre de toujours parler de morts pour les Gazaouis et de tuer quand ça concerne les Israéliens qui ont été tués. Voilà. Donc les Palestiniens, eux, ne sont pas tués, ils sont morts comme ça. C'est pas trop, mais voilà, ils deviennent morts. Voilà. Par contre, pour les Israéliens, eux ont bien été tués, alors soit par le Hamas, ce qui est dit directement, soit par les Palestiniens. Voilà, c'est très très clair. Je vais vous montrer tout ça. 12 people, including 61 children, have died in Gaza. 12 people, including 2 children, have been killed in Israel. Those figures come from official. Alors là, ici, on a un exemple frappant de l'importance du vocabulaire pour la propagande. Là, vous notez qu'il y a au moins 70 tués en Israël. 70 tués. Et à Gaza, on a 198 morts. Évidemment, c'est plus à jour, mais peu importe. Là, pour les Gazaouis, ils sont simplement morts. On ne sait pas comment, comme ça, ils sont tombés par terre. Mais pour Israël, ils ont bien été tués. Donc là, en dessous, on a 500 personnes sont mortes à Gaza après qu'il y ait eu des attaques massives israéliennes. Et en dessous, on a, ça c'est pour les morts palestiniens, et en dessous, on a plus de 700 personnes ont été tuées en Israël par le Hamas. Évidemment, c'est bien précisé, par le Hamas. Donc vous voyez, le choix du vocabulaire n'est pas anodin. Vous l'avez déjà noté dans la petite séquence que je vous ai montrée précédemment, où la journaliste précise bien que ce sont des morts palestiniens et pour les Israéliens, eux ont bien été tués par le Hamas. Elle le précise bien. Vous voyez que là, ce n'est pas un hasard, loin de là. C'est la propagande de guerre. Et là, vous pouvez voir toujours de BBC News, là vraiment qui se lâche. Et qu'est-ce qu'on lit? Les journalistes de la BBC sont sous la menace des armes par la police israélienne. Et là, on parle de BBC News. Donc là, vous voyez un journaliste qui est en train d'enlever tout ce qu'il y a dans la voiture des journalistes de la BBC afin que la voiture soit fouillée. On ne sait jamais que des journalistes de la BBC transportent des armes ou plus vraisemblablement des vidéos qui seront promptement regardées par les Israéliens afin qu'il n'y ait rien de compromettant contre eux, certainement. Autre chose aussi intéressante, on a Reuters qui dit on est vraiment désolé d'apprendre qu'un de nos vidéastes, donc Issam Abdallah, a été tué. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, ils disent qu'il a été tué au sud Liban, nos pensées vont vers leur famille, etc. Mais on ne sait pas par qui. Il a été retrouvé mort, on ne sait pas comment, voilà. C'est pas expliqué dans le rapport de Reuters. Ils disent juste qu'un de leurs vidéastes est mort, et voilà, c'est lui. Donc, Reuters videographer killed in southern Lebanon. Donc donc un vidéaste Reuters a été tué au sud Liban. Et là, quand vous lisez tout ce qui est marqué, il a été tué le 13 octobre. Ça a été publié le 13 octobre. Mais c'est pas dit par qui, on ne sait pas. Alors, il y a juste marqué, alors là, Reuters qui dit le journaliste de Reuters tué au Liban par un missile tiré venant de la direction d'Israël. Vous voyez un peu les pincettes, de Reuters, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire que les médias évidemment sont tellement pro-Israël qui font très attention à surtout de ne pas accuser Israël, sauf là une exception.
de BBC, à mon avis, ça les a tellement choqués, les journalistes de la BBC, d'être tenus sous la menace des armes pendant que leur voiture était fouillée, ça les a tellement choqués qu'ils s'en sont plaints ici carrément sur le compte de BBC News. Mais vous voyez, c'est vraiment très très édifiant. Et dernier signe là de MSNBC, donc une des plus grandes chaînes télé américaines, qui suspend les émissions de présentateurs musulmans en pleine guerre entre Israël et le Hamas. Alors, faut savoir que ces 3 présentateurs sont des grands présentateurs de MSNBC. Ça fait des années qu'ils travaillent pour eux. Ils sont extrêmement connus aux États-Unis. Et bien voilà, donc alors, je vous lis, une décision controversée du réseau d'information américain MSNBC a fait l'objet d'un examen minutieux au milieu de l'escalade des tensions dans la bande de Gaza. La chaîne a suspendu les émissions des 3 présentateurs musulmans, provoquant une vague de discussion et d'inquiétude. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Voilà, je vais m'arrêter là. La décision de suspendre les émissions de ce présentateur intervient dans un contexte de tension accrue de l'attaque du Hamas. Cependant, après l'attaque du Hamas, Israël a déclaré la guerre au groupe de résistance palestinienne, mais les innocents vivant à Gaza subissent le poids des bombardements continus des forces israéliennes. Alors attention, là c'est GeoNews qui publie ça, c'est pas MSNBC. C'est pour ça que le ton là il est quand même un peu plus objectif. Les bombardements persistants à Gaza ont transformé le bâtiment en ruine, tuant un grand nombre de Gazaouis. Les Gazaouis assiégés n'ont ni nourriture ni abri. Le conflit a suscité une inquiétude mondiale, des protestations généralisées en faveur de la Palestine à l'attention des médias. Alors que MSNBC nie avec véhémence toute mise à l'écart d'Hassan, de Mohyedine, 2 sources étroitement impliquées dans la décision de la chaîne, ont confirmé la suspension des émissions de ces présentateurs musulmans. Cette évolution a déclenché un débat soulevant des questions sur un éventuel ciblage religieux. Les critiques ont établi des parallèles avec l'ère post-11 septembre, caractérisée par la rhétorique du « vous êtes soit avec nous, soit contre nous ». Ils soutiennent que cette controverse transcende les différences politiques et si plutôt des ancres fondées sur leur voix. Alors là, c'est la anchors en anglais, ils ciblent plutôt des grands présentateurs fondés sur leur foi religieuse. Donc cible plutôt les présentateurs. Voilà. Bon bref, voilà, je voulais finir par ça. Maintenant, je vais vous donner ma conclusion. Alors, ma conclusion de tout cela. Alors, tout d'abord, je tiens à souligner que je condamne l'attaque du Hamas, qui est une attaque terroriste, qui a causé une tragédie en Israël. On est tous d'accord, ça, c'est clair. Mais, j'ai envie de vous dire, tout ça était très, très, très prédictible. D'ailleurs, pourquoi Israël a construit un mur, des barbelés, etc. Pourquoi il y a des défenses antiaériennes? Pourquoi il y a autant de blindés partout? Pourquoi Israël fait un service militaire aussi dur, qui inclut quasiment tout le monde? Pourquoi? Parce que une telle attaque du Hamas était tout à fait prévisible. Mais alors vous allez me dire, mais c'est prévisible, mais comment ça, pourquoi ce serait prévisible? Parce que Israël sait très bien où il mettait les pieds. Avoir fait cette politique pendant plus de 70 ans de persécution, d'humiliation vis-à-vis du peuple palestinien, faut pas s'étonner qu'un jour, cette colère, cette frustration, cette impuissance, le fait d'avoir aucun espoir en vue, le fait d'être toujours traité extrêmement injustement et avec un racisme nullement dissimulé de la part d'Israël, tout ça a fait un cocktail qui forcément devait exploser un jour. C'est une évidence, surtout quand on a un Hamas qui a des parrains iraniens,
d'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie en secret, et certainement d'autres pays. Israël sait tout cela. Alors pourquoi elle n'a rien fait pour protéger sa population? Et je ne parle pas de protéger avec des barbelés, des murs, des blindés, des bombardements. Ajouter à tout cela l'impunité totale d'Israël qui peut faire strictement ce qu'il veut. Il peut faire des assassinats en Iran, aucun problème. Bombarder le Liban, aucun problème. Aucun problème. Faire des assassinats dans d'autres pays, ça pose aucun problème. Puisqu'il y aura toujours les États-Unis qui vont protéger. Ou ne pas respecter les conventions de Genève en Palestine, aucun problème. L'annexion du plateau du Golan en Syrie depuis 1967, aucun problème aussi. Faire des massacres de Palestiniens tranquillement pendant des années, des décennies, aucun problème. Puisque de toute manière, les médias étant à la botte des États-Unis, les médias évidemment vont tourner ça de la manière que c'est la faute des Palestiniens, qu'ils l'ont bien cherché. Vous voyez? Donc le peuple palestinien, sachant que Israël est totalement protégé par les États-Unis, et puis en fait, en réalité, par tout l'Occident, il faut inclure l'Amérique du Nord et toute l'Europe qui est derrière Israël maintenant. Et puis en plus, les Palestiniens ont eu un moral encore plus bas quand les pays arabes ont commencé à faire une normalisation avec Israël. Vous vous doutez bien que là ils n'avaient plus aucun espoir. Donc, faut pas oublier tout cela, faut pas oublier le veto qui est mis à l'ONU par les États-Unis en permanence afin de protéger Israël, qui viole toutes les résolutions de l'ONU, hein, en plus des conventions de Genève, les plus basiques, quoi, les lois humaines les plus basiques, bah, ils sont protégés par le veto des États-Unis à l'ONU régulièrement, malgré les condamnations, les dizaines de condamnations de l'ONU contre Israël. Mais Israël est dans l'impunité la plus totale. Donc les Palestiniens voient que dans le monde et les instances internationales, il n'y a aucune justice. Et bien comme il n'y a aucune justice, pourquoi ne pas faire la justice soi-même dans ces cas-là? Bah oui, il n'y a aucune justice internationale. Israël est dans la totale impunité, massacre comme il le veut. Et c'est pas fini, n'oublions pas de la persécution d'une colonisation en Cisjordanie. Je vous parle pas de protéger sa population comme ça. Là, vous ne protégez rien. À part augmenter la haine de la part des Palestiniens, à part graver la haine de génération en génération chez les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils récoltent de tout ça, les Israéliens? Eh bien, ils récoltent une détestation des Palestiniens et voire une détestation des musulmans de par le monde. Ce qui est arrivé devait arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'aurait dû faire Israël depuis très 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 longtemps? C'est respecter les Palestiniens, accepter 2 États. Alors évidemment, il y a la propagande occidentale qui disait que la Palestine avait refusé les 2 États, l'histoire des 2 États, quand les États-Unis étaient encore un arbitre. Mais faut voir quelles étaient les conditions des États-Unis et d'Israël imposées à la Palestine pour qu'il y ait 2 États. Donc en gros, l'État palestinien, c'était un État croupion, esclave à jamais d'Israël, qui évidemment serait le dominant dans cette affaire, et qui avait le plus gros morceau, bien évidemment. Je vous rappelle que l'État israélien a été donné à la base par l'Angleterre, par Lord Balfour, via une simple lettre, pour dire aux immigrés juifs, allemands, russes, polonais et autres, bon, vous pouvez aller en Palestine, terre arabe, vous pouvez prendre leurs terres, on vous accorde, voilà. Et ça, c'est l'Angleterre qui disait ça en 1917. Voilà, alors déjà, vous vous doutez bien que c'est pas très juste. Car en effet, la création de l'État israélien démarre sur une injustice. Alors ça passe pas très bien côté arabe, côté palestinien, forcément.
Et puis pour Israël, nulle surprise, encore une fois, je me répète. Alors certes, l'attaque du Hamas est un acte terroriste, certes, cela a engendré d'une tragédie de part et d'autre d'ailleurs, mais Israël s'est armé pour ça, pour une telle attaque. Ils ont mis des murs de barbelés, des murs de béton, des systèmes de vidéosurveillance, ils ont dépensé des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans les 20 dernières années. On pourrait parler de plusieurs centaines de milliards de dollars depuis près de 70 ans. D'ailleurs, évidemment pas avec l'argent israélien, mais avec l'argent des contribuables américains. Voilà, faut savoir que bon, ben, pendant des années, des années, les États-Unis donnaient 8 milliards de dollars par an, sans compter les grands événements où ils donnaient par exemple 36 milliards de dollars d'un coup comme ça. Par exemple pour l'Iron Dome, voilà, sous l'ère Obama. Voilà. Donc des fois, ils faisaient des coups comme ça où ils donnaient quelques dizaines de milliards de dollars et très régulièrement, ils donnaient 8 milliards de dollars par an. Bon, après, ça a baissé avec les années, c'était 6 milliards, après c'était 4 milliards et puis après ça variait. Mais voilà, les États-Unis ont donné de l'argent à Israël pour se protéger, pour combattre pendant des décennies, toujours, je le rappelle, avec l'argent du contribuable américain. Voilà. Et pourquoi? Bah pour défendre les intérêts américains, bien sûr. Donc, vous voyez que tout cet argent dépensé par Israël, le fait qu'ils aient un service militaire aussi pointu, aussi dur, bah c'est pour justement de telles éventualités. Bon, on voit le résultat, hein. On voit le résultat. Voilà, fallait accepter la solution à deux États. Et il faudrait que Israël accepte non seulement le système à deux États, mais aussi qu'il veuille réellement la paix et l'harmonie avec le peuple palestinien. Et ça, il n'en est pas question côté gouvernement israélien. Alors il y a une partie du peuple israélien qui veut la paix, qui veut deux États, qui veut une harmonie avec le peuple palestinien. Il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent ça. Mais tous les gouvernants israéliens n'ont jamais voulu la paix. Alors peut-être sauf Yitzhak Rabin, mais c'est une exception. Et d'ailleurs, il a été tué justement parce qu'il voulait la paix avec le peuple palestinien, ne l'oublions pas. Et le Likoud et Benyamin Netanyahou, quand Yitzhak Rabin est mort, ils en étaient très contents et ils ne le cachaient même pas. Et ils ne le cachaient même pas. Donc il faudrait que le gouvernement israélien veuille les deux États, veulent la paix, veulent respecter le peuple palestinien. Voilà. Alors vous doutez bien que le peuple palestinien qui est vraiment réduit à quasiment rien, ainsi que son pays d'ailleurs, qui est réduit à quasiment rien aussi, si on lui propose la paix à un État, même un État qui soit inférieur à celui israélien, la paix, un État à eux, de quoi vivre, une souveraineté, voilà, c'est tout ce qu'ils demandent. Ça, ce serait le plus grand rêve des Palestiniens, un rêve énorme, et le monde entier en serait plus heureux. Mais tout dépend d'Israël. Bon, on pourra en parler des heures, donc je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne, et toujours, soyez curieux.